Donc, je vais faire quelques mots de présentation en disant que on s'est déjà rencontrés lors d'un salon, je ne sais plus lequel. Eh ben, c'était, alors peut-être Charenton, je sais plus, mais c'est sûr que le Timeless de l'année dernière, on s'est vu. Ah, bah alors c'est ça. Alors c'est ça. Bon, bah Mais je voilà. pense que je vous avais déjà vu avant, mais après, à Sainte-Marie-aux-Mines, à Charenton, je sais Voilà, c'est pas. ça. C'est qu'on se repère Ouais. à chaque fois dans différents salons, on se retrouve et puis on se perd de vue, mais à la finale, on arrive à se Oui, revoir, oui, donc c'est pour ça. parce qu'on s'était déjà rencontrés avant, mais voilà, après, sur lequel exactement, je sais plus. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis très heureuse de vous entendre et de voir en fin de compte pour ce salon, vous revenez cette année. Donc ça, Oui. c'est une bonne preuve de fidélité et que vous y trouvez aussi des choses intéressantes. C'est ça qui me plaît pour vous parce que ça veut dire aussi que vous aimez ou ce salon-là ou que vous avez des accointances ou des clients ou des choses comme ça. Donc commercialement, c'est intéressant déjà. Mhm. Alors, je vous laisse, Élise, présenter votre marque. Oui. Alors, je sais jamais trop comment commencer. Moi, j'ai choisi de pas utiliser mon nom et mon prénom pour privilégier le prénom de mon grand-père, Gaston, donc qui était lui-même bijoutier joaillier sous-traitant pour la maison Chanel et la maison Hermès. Voilà, je trouvais que c'était sachant qu'en fait j'ai récupéré tous ces outils, son établi et que je travaille avec aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment la suite logique que de prendre son prénom parce que il est extrêmement présent à l'atelier et que je l'ai toujours connu en train de travailler avec son chalumeau à l'établi quand j'étais Et petite fille. vous l'avez connu en situation de Ah oui, travail. oui, il était dans l'arrière-boutique, une pièce toute noire, juste éclairée par le feu du chalumeau, et toujours très chic en costume, malgré qu'il se salissait énormément avec le polissage, etc. Mais oui, oui, je le revois très bien en situation, en train de travailler avec juste la lumière du chalumeau. Mm, Ah, c'est beau ça. Ça, c'est une mm, belle mm, image, je trouve. mm. Et donc, vous avez vu ce qu'il fabriquait déjà. Alors oui, mais effectivement, il fabriquait beaucoup de... À l'époque, on va dire que tout était entaché de beau. Donc que ce soit les mignonnettes en cadeau des marques, les flacons de rouge à lèvres, tout était travaillé en métal, ciselé, hein. Des petites boîtes à poudre, des petits cendriers de voyage, des porte-clés pour la maison Chanel, pour leurs clients fidèles, voilà, des choses comme ça qui étaient très symboliques à ce moment-là, où les marques fonctionnaient différemment avec leurs clients en fait. Mm. Ah oui, il y avait un traitement VIP, entre guillemets, Oui, oui, oui. qui était différent parce que ça, ce genre de choses, je n'ai jamais vu même à l'heure actuelle, j'en ai jamais Moi, j'ai retrouvé. des petits porte-clés de la maison Chanel qui étaient offerts en cadeau. J'ai même les petits poinçons anciens Chanel qui ont changé, ont légèrement bougé de place. Et puis tous les rubans en fait avec les petites abeilles qui servaient ensuite à te souder et entourer des petits miroirs, les tubes de rouge à lèvres, voilà des choses comme ça ou même le moins de petits ustensiles de beauté était entouré de beaux en fait. C'est ça, la préciosité d'un objet du quotidien C'est féminin ça. était rendue plus précieux, comme les minaudières, comme les choses comme ça. Je ne savais pas qu'ils avaient fait des choses aussi précieuses. Donc Si, vous, si, vous avez vu, ouais, moi j'ai pas mal de mignonnettes de parfum qui en fait avaient une petite pâte et serviette pendentif également. Enfin voilà, des choses très précieuses, très délicates. Et ça, j'avoue que enfin, la culture du beau. Après, il est très subjectif d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, essayer de mettre du beau dans le quotidien, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. votre œil s'est fait à ça déjà. Votre esprit et votre œil s'est fait à cette culture du beau. Oui, d'autant qu'ils étaient également antiquaires. Donc, ma grand-mère était antiquaire. Le devant de la boutique, c'était une boutique d'antiquité. Donc, c'était Drouot, c'était des pièces Napoléon III, des lustres à Pampille. Voilà. Donc, voilà, j'ai toujours eu la chance de baigner dans un bel environnement
avec une certaine idée de la beauté. Après, ça reste très subjectif puisque mon grand-père adorait la verrerie des années 70 et ma grand-mère considérait ça absolument trop moderne et horrible. Donc voilà, c'est pour ça que je dis bien que le beau est très subjectif puisque d'une personne à l'autre, ça change. Mais en tout cas, quelle que soit l'époque, j'ai eu la chance de voir et d'être entourée de beaux objets. Et vous, dans cette, je vois bien que la rencontre, que vous baignez dans un bel environnement d'anciens, en plus, Napoléon III, c'est vrai que c'est très beau, c'est très riche, il y a vraiment Oui. il y a une préciosité pareille, hein, on est sur des choses extrêmement précieuses, raffinées, travaillées. Et vous, là-dedans, comment à un moment donné, parce que vous êtes plutôt une enfant, comment à un moment donné vous devenez joaillère? Comment vous passez le pas? Alors moi, j'ai pas été joaillère du tout tout de suite. C'était pas une vocation immédiate. Par contre, j'ai toujours voulu faire un parcours artistique. Donc après un bac économique tout à fait classique, j'ai intégré ce qu'on appelle, alors aujourd'hui ça n'existe plus sous cette forme, mais une mise à niveau. Qui permet sur un an de voir un petit peu toutes les matières, que ce soit le design, la création textile, l'architecture. Et donc, j'ai pu récupérer le niveau d'un bac artistique et postuler après pour un BTS dans le domaine artistique. Alors moi, j'avais choisi l'art textile parce que c'était extrêmement vaste. Ça permettait de travailler les couleurs, les formes, la composition. Quand j'avais fait les portes ouvertes à Roubaix, j'avais vraiment aimé la pluralité des débouchés que pouvait en fait proposer cette formation. Après celle-ci qui a duré 2 ans, j'ai intégré l'école Olivier de Serres à Paris en sculpture sur matériaux de synthèse. Alors c'est effectivement plutôt dévolu normalement au théâtre, au cinéma, au décor, au prototypage, mais ça m'a appris le volume, ce que ne donnait pas la formation en textile, hein, qui elle effectivement est en 2D. Donc là, ça m'a permis de passer à la 3D. Et puis, eh bien, entre-temps, mon grand-père est décédé. Et en vidant l'atelier, j'ai j'ai eu la réminiscence voilà, de toutes ces images de l'enfance où je le voyais travailler. Et je me suis dit, ayant un atelier à la maison, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des bijoux. J'ai été contactée par un magazine qui m'avait demandé de faire comment on appelle ça? Des tutoriels, pardon, pour faire des bijoux. Donc, je prenais les étapes en photo, en description, et je me suis retrouvée avec une quantité certaine de bijoux dont je ne faisais rien. J'ai commencé les salons pour les vendre. Et puis, alors là, c'était des matières très recyclées, laine cardée, enfin des choses comme ça. Et j'ai trouvé que je ne trouvais pas d'après. Alors les après, c'est tout ce qui est fermoir, enfin des choses comme ça, ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de faire une première formation. J'ai pas du tout fait d'après, j'en fais toujours pas. Mais en fait, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le monde du bijou. Et là, j'ai ressorti les choses de mon grand-père. Et j'ai commencé à demander aux formateurs à quoi sert cet outil, celui-ci, parce que c'est des outils tellement anciens qu'aujourd'hui, certains ne sont même plus réalisés comme ça. Par exemple, un brunissoir en agate, c'est très rare. Aujourd'hui, ils sont en métal. Le brunissoir, il sert quand on appuie sur la matière, à l'écrouir et à le faire briller. Aujourd'hui, ils sont plus du tout en agate. C'est très rare d'en trouver. Et voilà, j'ai la chance de travailler avec des objets entre guillemets de collection. C'est Et ça, tout on est ça m'a donné. dans la collection des outils, dans l'historique, dans une histoire des Oui, outils. Vous avez cette chance-là. En agate, ça oui. doit être magnifique, hein, la matière. Rien que l'objet est très très beau. Je travaille avec le Bockfil. Le Bockfil, c'est la petite scie qu'il avait. Voilà, j'ai vraiment les petits casiers tiroirs anciens. J'ai vraiment la chance d'avoir une atmosphère. Et pour moi, c'est un peu comme aller au restaurant. Je choisis d'abord une atmosphère. Et pour moi, la création, elle peut pas venir dans un lieu privé d'âme. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et tout ça se retranscrit dans les bijoux, en fait. Mm. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez tout ce côté histoire qui est à votre portée de main Mhm. dans votre histoire personnelle. Et puis presque, il y a une histoire parce que c'est quand même on remonte sur une autre génération. Oui. Mais vous avez entretenu cette antre. Vous êtes dans une Ah, c'est antre de important. création. Oui, oui, oui.
C'est vraiment très important pour moi. Et c'est vrai que quand je reçois des clients à l'atelier, tout de suite, ils disent, ah, voilà, on est dans un endroit hors du temps et le bijou qui va se créer va avoir du caractère comme quand il pénètre rien que dans notre maison ou dans l'atelier. Normalement, les gens qui arrivent à mon atelier, ils sont pas là par hasard, ils viennent chercher des pièces de caractère. Et en fait, ils se rendent compte que je pense c'est pas du merchandising, c'est pas de la com, tout est vrai puisqu'ils rentrent par mon habitat et ils arrivent dans l'atelier et ce ne sont que des meubles vintage, design. Voilà, il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc c'est juste le bijou et le prolongement de ce qu'on vit tous les jours. C'est pas juste un effet de mode ou voilà, c'est vraiment le prolongement de moi-même en fait. Mais vous faites pas du bijou actuel qui serait marketing à fond. Vous êtes dans la création. Mais vous prenez peut-être les gens quand ils traversent tout ça, ils vont dans un autre temps et puis avec vous, ils vous accompagnent dans dans ce moment de création. C'est assez, enfin physiquement même, il doit y avoir ça doit être assez surprenant ça. Bah, je sais qu'une fois, j'ai souvent des messieurs qui font la surprise à leur compagne de renouveler une alliance ou de leur offrir la création d'un bijou sur mesure. Donc, en fait, elles sont invitées à l'atelier, mais elles savent pas forcément où elles arrivent. Et une fois, j'ai une dame qui me dit, oh non, pas des sièges. Et je fais pardon. Et elle me dit, vous êtes une brocante, une antiquité. J'ai dit non, absolument pas, je suis bijoutière. Et elle me dit, oh, c'est génial. Et le lieu est atypique. Donc voilà, les gens sont vraiment projetés dans notre univers et ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de différent puisqu'ils sont déjà dans un endroit atypique. Et donc, ce qui est bien, c'est que je vais être à leur écoute et eux m'apportent aussi leurs envies et les deux se mélangent pour donner une vraie pièce unique. Mm. Et vous, alors, comment vous décririez votre style? Comment il est? Alors moi, je le décrirais pas parce que je trouve ça très prétentieux, mais j'ai une fois une cliente qui m'a écrit que mes bijoux oscillaient pardon, entre noblesse et primitivisme, telles des concrétions naturelles et organiques. Et voilà, pour moi, elle avait tout dit et je trouvais ça très juste, très poétique. Et c'est pas moi qui le dis. Oui, Donc, mais j'aime. elle a bien analysé parce que si je me souviens bien, c'est vrai que vous travaillez la matière. Vous aimez avoir ce contact direct avec la matière et Ah, c'est indispensable. Mm. voilà, c'est ça? Parce que moi, je m'exprime, mais dans la sculpture, parce que pour moi, mes bijoux sont des sculptures à porter, dans la sculpture, la matière a aussi son importance. Elle doit décider à certains moments. Elle va pas forcément évoluer dans le sens où on l'attendait, mais c'est là où il faut être à l'écoute, se laisser surprendre et voir du beau dans quelque chose qui n'est pas forcément décidé à la base, mais qui prend cette orientation et voir que finalement, il se propose à nous quelque chose d'intéressant et qu'on peut choisir, pas de le contraindre vers ce qu'on avait décidé, mais peut-être d'écouter la matière et de profiter de ce qu'elle nous offre à ce moment-là. Je trouve ça chouette quand vous dites en fin de compte que vous écoutez la matière. Parce qu'en règle générale, la joaillerie, c'est dompter la matière. C'est lui Oui, aller dans le sens que l'on veut. Et le sens que l'on veut, c'est assez simple. Hein. C'est pas, on ne recrée pas une roue historiquement. Mais tandis que vous vous laissez quand même drôlement imprégner par un univers, un environnement. Et après, et c'est pour ça que votre passage dans ces écoles-là, dans votre parcours de votre parcours, votre enseignement, ça amène cette matière où vous amenez à écouter la matière. Et je trouve que c'est un très beau terme quand vous dites ça, écouter la matière, parce que vous la sculptez, vous en faites autre chose, mais vous partez presque avec son accord. oui, par exemple, quand je fais de la découpe dans la cire, je ne jette rien parce que des fois les chutes ont une valeur poétique et esthétique qui leur est propre et qui ne se reproduira jamais puisque la découpe est unique et le rejet qui en ressort, en fait, il donne lui-même forme à déjà quelque chose. Donc, pour moi, c'est important aussi de savoir. Je dirais que on peut trouver du beau partout dans la vie, il faut juste savoir regarder. Celle-là, elle est très belle, celle-là. Il y a du beau partout pour regarder. Ah oui, ça me plaît beaucoup.
Ben, je trouve surtout dans les temps actuels, ça fait du bien d'essayer de juste écouter le chant d'un oiseau, regarder une feuille qui virevolte et qui tombe, ou voilà des choses qui s'offrent à nous, et il suffit juste à nous de prendre le temps de les saisir. Ça peut être très furtif, mais c'est ça qui est beau aussi. Donc, je Et pense qu'on peut voir du beau en chaque chose. c'est ça. Est-ce que vous travaillez aussi les pierres? Est-ce que vous aimez? Et quel est votre rapport aux pierres à peu près? Alors les pierres, c'est clairement elles qui viennent à moi, c'est-à-dire que j'ai besoin de déambuler quand il y a des salons des minéraux, les regarder, les choisir. Je sais pas nécessairement ce que je vais en faire avant, c'est assez rare que je fonctionne dans ce sens, sauf quand il y a une recherche pour du sur-mesure. Mais en général, voilà, je les range uniquement par couleur. Et puis, certains matins, je tire mes tiroirs et je dis tiens, celle-ci. Et voilà, je regarde comment elle peut se combiner à une autre, ou quelle va être sa place avec ma cire. J'adore les pierres. Je les ai découvertes il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est un monde qui est vraiment tellement infini. C'est ça qui est beau. Et j'aime mélanger, ben, eh bien, effectivement, les pierres brutes, parce que je trouve qu'elles ont une énergie qui est très forte, et les mélanger à des pierres fastées, et elles se mettent, pour moi, la diversité se met en valeur, c'est-à-dire que le brut met en valeur le fasté met en valeur le brut. C'est vraiment les contraires qui s'attirent et qui se mettent en valeur, et ça, je trouve ça très intéressant. Ça me surprend pas que vous aimiez le brut parce qu'il y a quelque chose dans pareil. On est au niveau de la sculpture, on est au niveau de la matière qui est très première. La base, c'est c'est du cristal. Et donc, vous arrivez à sûrement trouver une sorte d'équilibre dans votre œil, dans votre art, entre ces pierres qui sont facettées, et c'est le dernier stade, et montées en bijoux, et c'est le dernier stade ultime de Mm. la vocation d'un bijou. Mais vous, je suis sûre que vous puisez dans cette matière de base et dans l'accès que vous avez intellectuel pour créer un monde, pour créer un environnement et qui est très proche de la sculpture. Après, c'est vrai que le minéral brut donne vraiment la valeur onirique au bijou, hein. Voilà, de ce cristal qu'on trouve, qui est resplendissant. Et puis, il faut pas oublier que nos pierres facettées viennent des brutes, hein. Donc, je trouve ça important, au même titre qu'écouter la matière. La nature nous offre des choses merveilleuses, et c'est bien aussi de savoir montrer, ben, qu'elles peuvent être belles sans qu'on les touche, et nous juste offrir un écrin. Voilà. Donc, Votre bijouterie, votre joaillerie, c'est ça, c'est vraiment, je trouve que votre cliente avait bien trouvé ce balancement entre cette matière que vous aimez travailler, parce que vous êtes profondément axé sur comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, comment j'en fais, et puis ce que ça doit être aussi dans mhm. l'idée. Vos clientes sont, ou vos clients, ce sont des gens professionnels ou des ateliers aussi qui vous demandent, ou ce sont que des gens purement individuels qui ont une recherche esthétique de bijoux et de choses comme ça? Alors avec les ateliers, c'est très compliqué parce que mon design est bien spécifique, et je peux pas me permettre d'enlever mon nom d'un design pour l'offrir à un autre atelier. Donc j'ai déjà été contactée, mais ça ne fonctionne pas. J'ai effectivement des boutiques, des galeries. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué pour elles de bien expliquer que la bague qui est devant le client, c'est une pièce unique. On n'aura pas forcément la même pierre brute pour refaire exactement la même. Donc, elles seront dans l'esprit. Il faut aussi accepter que le beau, entre guillemets, hein, prend du temps. Donc, entre le moment où le bijou est vu mais pas à la bonne taille, eh ben, il va falloir du temps pour chercher la pierre.
pour échanger avec le client, parce qu'en général, entre le moment où il voit une pièce et où on va lui faire, il n'a pas forcément la même morphologie, il n'a pas forcément la même vie professionnelle, donc peut-être que la hauteur, l'épaisseur du bijou doit être revue à la personne qu'il est, et pas juste refaire le bijou à l'identique. Quand vous allez en boutique et que vous regardez une de mes bagues, elle ne va pas vous la sortir dans une autre taille. Ça n'existe pas. Donc voilà, il faut prendre le temps d'échanger, de se connaître, de se faire confiance aussi, hein, et puis vraiment d'aboutir au bijou qui va vous plaire pas à 100%, mais à 200%. Que vraiment ce bijou soit le prolongement de vous-même, de votre caractère et de ce que vous voulez exprimer. Et puis après, effectivement, bah, j'ai des clients qui me trouvent en général sur Internet, et puis pour ceux qui sont près de chez moi, qui viennent à l'atelier, et sinon qui me rencontrent sur les salons. En fin de compte, quand on achète chez vous, il y a un échange, mais il y a aussi une quête. C'est-à-dire que vous êtes, c'est vrai que ce sont des pièces uniques, mais beaucoup de joailliers font des pièces uniques, mais vous, elle n'est pas répétitive. C'est-à-dire que même dans la taille, même s'il suffisait de changer une taille, ben, ça ne marcherait pas parce que vous êtes dans la personnalisation euh, presque ultime, vous êtes dans l'ajustement à la personne. Vous savez, on est là pareil, un peu comme ce que faisait la préciosité. Vous le mettez au service de vos clients et clientes à qui vous ajustez du sur-mesure. Ben, oui, c'est vraiment, ben, c'est vrai que je pars sur l'idée du tailleur. Il va pas vous refaire le costume à votre taille, il va prendre les mesures vraiment de votre morphologie et il va réfléchir à votre vie de tous les jours, à qu'est-ce qui va être le plus agréable à porter. J'ai des clientes qui aiment que le bijou ne bouge pas, j'en ai d'autres qui aiment que le bijou puisse avoir du mouvement. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Et au final, qui est vraiment joli, c'est qu'on part d'un design qui est dans mon atelier pour arriver à un design totalement unique qui s'est inspiré d'un bijou que la cliente ou le client a vu, mais qui est le sien et qui n'est pas celui d'une autre personne. Ça, c'est très, très important pour moi, surtout dans cette génération où tout passe. On est très dans la désociabilisation, dans le manque d'échange. Appuyer sur une touche et commander le même dans une autre taille. Non, ça, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment besoin de réinstaurer de l'humain, de l'échange. Je trouve ça vraiment très important. Et c'est ça qui est joli dans le bijou sur mesure, c'est qu'on est obligé de parler et on est obligé de se connaître. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent à l'atelier qui deviennent des amis en fait, parce que on est obligé d'échanger. Et puis c'est pas juste un rendez-vous, on prend un café, on échange. Oui, c'est un moment. Voilà, c'est pas juste un artisan, un client. C'est un échange de personnes. Voilà, ça c'est vraiment très très Vous important. arrivez aussi à percer à jour, c'est-à-dire que ce que vous comprenez dans la personne, vous arrivez aussi à le mettre en bijoux. Et c'est pour ça que vous créez peut-être une relation assez exceptionnelle entre vos bijoux, vous et vos clientes. Il y a quelque chose comme ça, il y a une triangulation qui doit se faire à un moment donné. Mhm. Moi, j'ai en tête une scène de film où une jeune fille porte un chapeau et elle dit la personne lui dit ce chapeau vous va bien et elle lui dit oui, c'est ce chapeau qui me fait tout entière. Et quand on porte quelque chose qui nous rend plus fort parce que vraiment c'est nous, et pour moi le bijou ça doit être ça, c'est vraiment une extension de nous-mêmes ou quand on met notre bague ou notre pendentif, c'est un peu comme un gris-gris, quelque chose qui fait qu'on est différent, on a quelque chose d'unique et vraiment, voilà, qui amène quelque chose en plus à la personne, réellement. Mais j'adore la façon dont vous le dites parce que on parle souvent de pièces uniques, mais on ne met pas la même signification derrière ce terme-là. Tandis que vous allez dans tout le contour du côté unique de ce mot-là pour le dire. Non, mais même là, il est unique par le métal, il est unique par la façon dont je le traite, il est unique parce que j'ai eu un échange avec vous, il est unique par la pierre que j'utilise. Vous êtes parti d'une base, comme ça, vous avez regardé ce cristal-là, ben là, j'en ai un autre et j'en fais encore autre chose. Donc, en fin de compte, dans ce mot unique, chez vous, il a une connotation plus forte. C'est l'unicité de chacun qui doit être mis en exergue. Mm. C'est ça. Et vous avez un site internet où vous travaillez avec Instagram. Comment on peut vous rencontrer et
pouvoir et voir vos œuvres? Alors, il y a effectivement Instagram qui permet de plus souvent de mettre des stories sur l'atelier, sur un petit peu des images furtives des cires qui sont réalisées ou de ce que je fais ce jour-là. Et puis après, tout le répertoire des pièces déjà créées, qui sont vendues ou en boutique, sont sur le site internet. Comme ça permet vraiment d'avoir un portfolio de tous les bijoux déjà créés. Pour pouvoir justement, en général, les gens me prennent 4-5 captures d'écran et me disent, bon alors, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et moi, ça me permet de voir un petit peu et j'ai des fois des clients qui m'envoient carrément, je demande des images de nature ou des choses qui leur plaisent, qui leur parlent ou une phrase. J'ai une cliente qui est partie d'un tableau où il y avait une ombre projetée à travers une fenêtre. Elle m'a dit, je veux que la forme de la bague ait la forme de cette ombre. Et donc, on est parti sur cette perspective en montée. Enfin, c'était très, très intéressant. Et donc, ça donne encore plus de sentiments et de valeur intrinsèques à la pièce parce que c'est un travail collaboratif. Et ça, c'est vraiment extrêmement plaisant pour moi en tant que créatrice d'avoir des clients qui ont des attentes très précises et des choses très personnelles. La dernière commande que j'ai eue, c'est un monsieur dont la grand-mère nous a quittés. Et en fait, il m'a demandé de faire une croix avec une forme de poisson, puisque leur nom de famille est Poisson. Et le poisson devait comme sortir de la matière, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et il y a une petite mèche de cheveux qu'on a coincée derrière. Et voilà, je suis heureuse que pour quelque chose d'aussi personnel et d'aussi important, eh bien, voilà, cette croix n'existera qu'une fois pour cette histoire-là, et c'est ça qui est magique en fait. Vous avez dans votre création, en fin de compte, comme des sujets libres, des pages blanches, vous arrivez à... Alors, il y a des pages blanches. Vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là, même si les gens viennent avec quelques idées, etc. Mais vous avez un processus créatif qui est extrêmement poussé. Bah, j'essaie, enfin tout, quand on part en vacances, voilà, je prends des photos de rochers, d'écorces. Je sais que mon conjoint me dit souvent, ah oui, toi tu veux pas de photos de nous, c'est c'est assez déroutant, uniquement la nature. Ah ben j'ai dit oui parce que je la mets en mémoire, mais j'ai quand même besoin d'avoir un support visuel. Donc c'est vrai qu'en général quand on regarde, les gens disent ah intéressant ce rocher en gros plan. C'est ça, vous créez votre bibliothèque d'images. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mhm. Cette bibliothèque d'images-là, pouvez la ressortir. En plus, comme vous êtes très sensible à la matière, vous avez travaillé sur toutes sortes de matières et de choses comme ça. En fin de compte, ça rentre dans votre processus créatif de dire, bah, c'est un peu de brut, c'est un peu plus raffiné, c'est le métal est travaillé, de même que bah, je ne peux pas travailler la pierre, mais le fait d'être aussi dans la cristallerie, puis après dans le côté facetté, elle évoque quelque chose en vous dans la matière aussi. Vous décryptez ça. Bah, ça peut être par exemple une porte cochère dont les couches de matière s'effacent au fur et à mesure des années et ça peut donner une idée de composition de pierre, de couleur. Voilà, enfin en fait tout peut être source d'inspiration. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que tout peut être inspirant. Voilà, il faut Il n'y a juste pas de rentrer dans, limite. voilà, il faut juste rentrer dans votre monde et que les gens rentrent dans votre monde et comprennent votre processus créatif parce qu'il est extrêmement fort et vous avez une empreinte dans votre création qui est très présente, vous avez votre propre univers. J'essaye, j'essaye. Bah oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il est extrêmement important. Là, vous avez travaillé sur des matières en particulier pour le salon, ou pareil, ce sont des bacs que vous faites au fur et à mesure quand ça ne répond pas à des demandes de clients en particulier. Est-ce que vous avez travaillé sur des modèles là à venir pour le salon? Oui, j'ai une nouvelle collection. Alors c'est arrivé un petit peu par hasard, comme souvent, où j'ai une cire de bougie qui s'est renversée dans un vase. Et en fait, le résultat était assez inattendu.
Et j'ai décidé d'essayer de l'exploiter avec ma cire castable, à savoir que la cire castable, c'est donc qui passe en fonte, ne réagit pas du tout de la même manière. Donc j'ai essayé plusieurs techniques pour reproduire ce que m'avait donné ce que m'avait donné la cire de bougie classique. Et en fait, on arrive à un résultat où on croirait une coquille d'huître ou de nacre, voilà, quelque chose comme ça. Et c'est né du hasard ou du fait que voilà, j'ai su, je n'ai pas juste jeté cette coulure de cire et que en fait, j'ai dit waouh, c'est intéressant. Pareil, Donc, vous avez laissé une part de surprise et vous êtes assez dans la modification de la matière. Vous aimez assez ça. Ça fait partie de votre processus. oui, mais c'est très important. Et puis, enfin, c'est un peu, pour moi, j'aime bien aussi le terme chercheur. Quand j'ai fait sculpture sur matériaux de synthèse, on cherche constamment des matières, des aspects de surface. Et ça, c'est quelque chose dans le bijou contemporain qui est tellement vaste. C'est toujours, voilà, essayer de chercher et de trouver de nouveaux aspects. Et ça, c'est vraiment très, très agréable comme processus créatif et comme pôle dans l'atelier d'être en recherche. Mm. C'est ça. En même temps, ça vous laisse une part de processus créatif, de recherche, ça va avec votre bibliothèque, vous avancez, vous êtes en quête de nouvelles choses. Bah, je pense que pour moi, c'est une des clés du bonheur, c'est d'être toujours en quête de quelque chose. Mm. En tout cas pour moi. Ah ouais, mais c'est fantastique. Merci beaucoup, Élise. J'ai hâte de voir les nouvelles choses qui vont se faire là prochainement quand on va se voir dans une dizaine de jours, moins que ça d'ailleurs, je crois. Un Euh, tout petit peu moins. un petit peu moins, hein, j'ai l'impression que à chaque fois je dis une dizaine de jours, mais pas du tout, parce que plus ça va, plus c'est la semaine prochaine, donc c'est Plus ça pas se du tout. rapproche. Oui. Voilà, c'est pas une dizaine de jours. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de création et de partage de votre environnement. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que vous avez votre environnement, votre univers qui est extrêmement présent et, et j'ai hâte de le voir en relation avec les bijoux finalisés. Bah, j'ai hâte Pour- que vous me disiez ce que vous en pensez et si vous trouvez quelle est la nouvelle collection. Alors ça marche. Bon, alors je vais vous laisser travailler.